Bienvenue dans Génération Entrepreneur, le podcast qui met en avant les talents venus des Outre-mer. Il y a un problème au niveau de comment trouver des bons artisans. Les personnes à chaque fois se plaignent, oui, mais il n'y a pas d'artisans sérieux aux Antilles, etc. Je te rassure, en métropole aussi, enfin en hexagone aussi, je te rassure. C'est bien d'entendre ça. Ici, nous allons parler d'ambition, de résilience et d'innovation. Nous irons à la rencontre de ces talents qui font la nouvelle génération de demain. Si tu automatises la communication pour eux, si tu automatises les délais, les réceptions, tout en étant conforme à la législation, là, tu as une vraie plus-value à apporter en fait à ton client. Très intéressant. Je suis Kelly Massol, entrepreneuse depuis plus de 15 ans. J'ai commencé avec 1 500 € dans ma cuisine. Aujourd'hui, je gère une entreprise qui fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Chaque euro, c'est des heures de sommeil en moins et c'est des heures avec mes enfants en moins. Donc je peux te dire que 1 euro, ça n'a pas une valeur juste de 1 euro. Partons à la rencontre de ces histoires passionnantes et inspirantes ensemble. Bonjour Karine. Bonjour Kelly. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Entrepreneur. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis venue en Guadeloupe aujourd'hui donc, pour te rencontrer. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter pour nos auditeurs ? Moi, je suis Karine Okagos, je suis architecte d'intérieur spécialisée en optimisation de l'espace et aussi créatrice de la marque Design et Fonctionnel. Alors, je ne sais pas si tu sais, je vais commencer par cette question. Est-ce que tu sais qu'une personne sur 5 pense que son logement actuel est moins bien que le logement de son enfance? Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mais c'est intéressant à savoir. En fait, c'est une stat que j'ai découverte récemment. Et pourquoi j'en parle? C'est parce qu'en fait, elle vient appuyer ma mission à moi. Ta démarche? Voilà. Et moi, ma mission à moi, c'est quoi? Ce sera d'accompagner toute personne qui veut rénover, qui veut décorer sa maison, mais de pouvoir le faire avec méthode, avec clarté. Et surtout, et c'est ça, ça compte vraiment pour moi, c'est de pouvoir le faire avec sérénité, en fait. Et du coup, j'ai pour ambition d'accompagner plus de 6 000 foyers par mois d'ici 5 ans et près de 10 000 artisans également. Alors, ça peut paraître ambitieux comme ça, mais en fait, c'est parce que j'ai vu, en fait, avec mon expérience, ça fait 5 ans que je suis architecte d'intérieur, trop de familles qui étaient déçues, qui étaient dégoûtées par des chantiers qui étaient mal cadrés. Et de l'autre côté, parce qu'on parle souvent du côté les personnes qui lancent leurs projets, etc., mais j'ai vu aussi les coulisses, c'est-à-dire trop d'artisans talentueux, qui savent faire leur boulot et tout ça, mais qui sont obligés de fermer leur boîte parce qu'ils n'ont pas de structure, ils ne savent pas gérer, il faut le dire, et ils s'appuient que sur le bouche à oreille. Donc en fait, moi, j'ai vraiment envie d'aider ces deux pans-là, ces deux côtés-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais mes accompagnements, que je produis du contenu sur les réseaux, sur Design et Fonctionnel, sur Instagram, que je fais des webinaires aussi, des conférences en ligne où en fait je donne des conseils et puis j'évite aux gens d'éviter de faire des erreurs courantes quand ils se lancent en rénovation. Alors, c'est intéressant parce que la rénovation, c'est un sujet que je connais bien. J'ai un peu plus d'une quinzaine de biens immobiliers que je mets parfois en exploitation en Airbnb. Donc, moi, ma passion, c'est l'investissement IMO. Mais au-delà de l'investissement IMO, ce qui est sympa, c'est effectivement d'entrer dans le sujet. Donc, une fois l'achat terminé, ce qui est sympa, c'est de penser effectivement à la rénovation. Tu vas faire les meilleurs coûts immobiliers. De toute façon, plus il y a de rénovation. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, ça fait pas mal d'années en fait que je rénove des maisons, des appartements, des studios. Quel est ton type de client en fait actuellement? Ce sont des gens qui vivent plutôt en appartement, en maison, et qu'est-ce que tu leur vends concrètement comme solution? Alors mes clients, ceux que j'ai le plus, ce sont des propriétaires, souvent des femmes avec des enfants, elles sont même pas... c'est-à-dire, elles ont une maison depuis un certain temps, depuis plusieurs années. Et en fait, elles voient leur maison prendre de l'âge, vieillir, etc. Et elles ne se sentent pas forcément bien chez elles. Et c'est vraiment ça. Moi, je suis axée sur la partie faire en sorte que les gens se sentent bien chez eux. C'est vraiment... Mais quelle est la différence entre ce que tu fais et le homestaging? C'est ce que nos auditeurs peuvent se poser comme question. Le homestaging, la définition même du homestaging, c'est je veux vendre un bien et je l'améliore pour pouvoir plaire aux acheteurs et pouvoir le vendre plus rapidement. C'est pas en fait repeindre un meuble et le replacer chez soi. En fait, la vraie définition de homestaging, c'est ça. Mais quand on est chez soi, oui, on peut, grâce à de la rénovation de meubles qu'on a déjà, ou bien en faisant de petits travaux simples, notamment quelque chose que j'aime appuyer. Quand quelqu'un, par exemple, n'a pas beaucoup de moyens, budget, voilà,
Il a acheté un appart. Imagine, tu as acheté un appartement récemment, tu as très peu de budget, tu veux tout de suite que ça redonne un coup de fouet à ton logement. Ce que je recommande, moi, c'est de refaire le sol. En fait, ça change toute la donne. L'idée, c'est de faire vraiment ce qui, toi, te convient, ta façon de vivre. Personnalisé. Voilà, et que la maison, en fait, soit à ton service. Parce que souvent, on est au service de la maison. On est là à ranger tout le temps, ça devient un peu un poids. Mais le but, là, c'est qu'elle soit à ton service. Tu arrives à la maison, la première chose que tu fais, tu peux ranger tes chaussures facilement, tu peux déposer tes clés. Tu aimes recevoir, eh bien, à l'extérieur, tu as une grande table, tu peux recevoir ta famille. Enfin, c'est vraiment... La maison doit s'adapter à qui tu es et à ce que tu veux faire. Par rapport aux professionnels. Ah oui, j'ai pas répondu bien à la question. Oui, en fait, donc moi, voilà, j'accompagne les personnes, etc. Et au niveau des professionnels, j'en ai parlé au début, mais en fait, c'est parce que là, je suis dans la phase d'aller plus loin. Parce que j'ai déjà vu justement que mon accompagnement, quelque part, ne suffit pas. Il y a un problème au niveau de comment trouver les bons artisans. Les personnes à chaque fois se plaignent, oui, mais il n'y a pas d'artisans sérieux aux Antilles, etc. Je te rassure, en métropole aussi, enfin en hexagone aussi, je te rassure. C'est bien d'entendre ça, parce que souvent les personnes pensent que voilà, c'est vraiment spécifique des Antilles, ils sont mauvais, etc. Non, c'est le boom du BTP et qui fait que tout le monde en fait n'a pas les. Enfin, moi c'est ma vision du truc en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens n'ont soit pas les moyens donc de changer de maison, tout simplement parce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça que tout le monde se met à faire de la rénovation. Moi je trouve ça top parce que ça permet aux gens qui justement n'ont pas, comme tu disais par rapport au pouvoir d'achat, de mettre en œuvre des petites rénovations et qui font que après ils sont contents. Ça me rappelle du coup même mon histoire personnelle quand j'ai été habitée mon premier chez moi avec mon compagnon à l'époque et j'étais enceinte. Pour moi, j'allais déménager rapidement. Au final, 7 ans après, j'étais encore là. La moyenne des déménagements, c'est tous les 7 ans. La moyenne des achats immobiliers, en moyenne, les gens, en fait, ils économisent, ils font un apport, ils vont à la banque, ils signent des prêts sur sur 15, 20 ou 25 ans. Et la petite astuce, en fait, et des banques l'ont bien comprise, en moyenne, un foyer garde sa maison en tant que propriétaire 7 ans. En fait, ce sont des cycles de 7 ans. Sauf donc, qu'est-ce qu'ont fait les banques ? En fait, les banques, elles te font payer d'abord les agios, d'accord ? D'abord les intérêts du prêt pendant les 5 à 7 premières années. Donc, en fait, à chaque fois que tu achètes une maison, tu n'as pas payé encore ta maison, d'accord ? Tu n'as fait que payer les intérêts de ton prêt. Donc, et 7 ans plus tard, tu re-signes une même maison et tu vas payer. Et en fait, jusqu'à, effectivement, quand tu prends ta retraite, la dernière maison, tu la gardes. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu finis de payer ton capital. C'est pour ça, en fait, que quand tu empruntes 200 000 euros, à la fin, ça te revient à 350 000 euros, par exemple, ou 300 000 euros. Parce qu'en fait, tu as payé d'abord les 5 à 7 premières années les intérêts du prêt. Ouais. Donc, le cycle de 7 ans ne me choque pas. Et c'est bien parce que ton expérience personnelle, parce que ça permet de partager en fait aux auditeurs qu'en vrai de vrai, faites attention à ne pas forcément prendre des prêts sur autant de temps. Parce qu'en vrai, vous allez payer que les agios et surtout, c'est illusoire de se dire qu'ils vont déménager vite. Oui, après, je voulais surtout rebondir sur la partie que 7 ans après, que je n'ai pas investi le logement parce que je pensais du coup... Que tu allais déménager. Voilà. Et en fait, du coup, je rentrais chez moi, j'étais pas bien, je me disais, mais c'est quoi ce logement d'étudiante ? Quand est-ce qu'on déménage ? Je suis dans un logement d'étudiante, on a une sorte de meubles bricolés. Franchement, j'aimais pas. Après, à un moment donné, je me suis dit, bon, même si je dois déménager dans 1 an, parce que des fois, on se dit, oui, mais c'est bientôt. J'ai dit, OK, je vais mettre le budget, faire l'accompagnement que je fais à mes clientes pour moi-même. Parce que tu étais dans l'appartement que tu déjà dû donner des... Peu de temps après, oui. OK. Où j'ai emménagé, parce qu'en fait, j'ai été dans l'appartement en 2015 et j'ai commencé mon activité en 2020. En 2020. Donc, 5 ans après. Et j'ai aidé des personnes... Est-ce que tu dirais que ça a participé à ton déclic ? Non, c'est pas ce qui a participé. C'est quoi ton déclic ? Mon déclic par rapport à l'entrepreneuriat En fait, tu nous as dit que ça fait quelques années, 5 ans que tu es architecte d'intérieur. Oui, parce qu'en fait... Parce que j'imagine qu'il y avait une carrière avant ou autre chose avant. Oui, un petit peu d'histoire avant, différente. Et donc, tu as eu un déclic. Oui. Avant, en fait, moi, j'étais dans la santé. J'étais sage-femme, puéricultrice. Et mon déclic... En fait, il y a eu plusieurs événements, on va dire. Parce que déjà, il y a eu ma grossesse qui a fait un déclic au niveau... comment on appelle ça ? Le développement personnel.
Parce que déjà, OK, tu as un enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas le gérer? C'est quoi son avenir? Super, j'ai un CDI dans une clinique. Mais en fait, ce qui répétait souvent dans la clinique où j'étais, elle va fermer. La clinique va fermer. Les anciens nous disaient... Motivant. Ouais. Ensuite, j'ai lu des livres, notamment Tout le monde mérite d'être riche. Donc, j'avoue que ça, c'était un peu un déclic de se dire, mais en fait, on peut gagner de l'argent. Pas seulement en étant salarié, en vrai. Parce que à la base, pour moi, c'était ça, le modèle. Mes parents, ma mère, prof, mon père, il travaillait à la banque. Voilà. Et donc, ça a été ces deux choses-là. Et le dernier déclic, c'est vraiment la partie se rendre compte du temps qui passe. D'accord, qui a fait que je me suis dit, mais OK, je passe des heures à l'hôpital, je rentre chez moi, je suis épuisée mentalement et physiquement, alors que je fais 8 heures, 15 heures, mais c'est super prenant. Et comment je fais pour vivre, en fait? Parce que, comment je peux vous t'expliquer ça? Je survivais, j'étais en mode, je rentre, je récupère mon fils, je rentre à la maison. En mode automatique. Exactement. Pilote automatique. Exactement. À la maison, c'était pas le top, puisque du coup, si tu es en pilote automatique, tu vas pas tellement t'occuper de ton compagnon. Vous êtes deux, vous êtes censés être une équipe, etc. Franchement, c'était une autre vie. Et j'ai terminé dans un magasin de décoration, d'agencement intérieur. Et c'est là que j'ai dit, ah ouais, tu fais 9h, 20h tous les jours dans ce magasin-là et tu ressens pas aussi épuisé que quand tu étais à la clinique. C'était une fatigue mentale, quoi. Ouais, c'était vraiment... L'hôpital, je pense qu'il faut vraiment une vocation. Non, mais plutôt, tu as vu l'entrepreneuriat comme une voie d'épanouissement. Ah oui. Moi, c'est comme si, et je dis ça souvent à mon frère, c'est aussi mon mentor, c'est comme s'il a sauvé ma vie, parce que c'est lui qui m'a incité un peu, qui a lâché la graine dans mon esprit de l'entrepreneuriat. Et je me rends compte, mais en fait, avant, j'étais plus en mode... je vais pas dire un zombie, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, on vit pas la vie, on la subit. Et après, quand je suis passée du côté entrepreneuriat, de gérer mon temps, d'avoir mes objectifs, de mes propres victoires, de savoir que si je travaille plus, ben je gagne plus. Oui, c'est vrai. Et bien là, j'ai commencé à kiffer, à me dire, ah ouais, mais là, c'est intéressant. Aujourd'hui, tu as accompagné combien de personnes? Au niveau, par exemple, des conférences, etc., on est à plus de 1000 personnes qui ont suivi mes conférences en ligne. Ce sont des conférences payantes? Non, c'est gratuit. Ce sont des masterclass gratuites. Voilà, c'est ça. Je donne des conseils pendant 1h30 à peu près. Bien entendu, c'est un système de webconférence, je pense que tu connais. À la fin, après, je dis oui, voilà ce que je suis capable de faire. Un accompagnement. Exactement. Mais tout le long, je donne pas mal de conseils. Il y a comment trouver les bons artisans, c'est la dernière que je fais là. Il y a les 7 clés pour se sentir bien chez soi. C'est ce qui est indispensable. Et il y a aussi la grande soirée du bien rentable que j'avais créée aussi. Et c'était une première un peu aux Antilles et c'est ça qui m'a lancée d'ailleurs. En 2020, c'était le Covid. Et je me suis dit, OK, je veux lancer ma boîte. J'ai commencé à travailler pendant 6 mois. Après, mon frère, il m'a dit, on va faire une webconférence. Et moi, en fait, j'ai jamais été sur les réseaux. Je suis quelqu'un de très discret à la base. Voilà. J'ai pas d'Instagram, j'avais rien. Et je me suis dit, bon, si on ouvre toujours les mêmes portes, on va toujours aux mêmes endroits. Alors, je lui ai dit, OK. On a fait ça, on a fait une webconférence et c'est comme ça que ça a débuté en fait, toute cette histoire. Et donc du coup, comment tu monétises? Tu monétises ton audience, tu monétises tes webconférences. Aujourd'hui, c'est quel chiffre d'affaires concrètement pour toi? Sur 6 mois, j'ai fait 24 000 euros grâce aux webconférences. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je vendais trop peu cher par rapport à ce que je fournissais comme valeur aux gens. Donc, c'est pas étonnant aussi qu'ils ont sauté sur l'occasion. Mais ça m'a permis aussi d'apprendre. C'est-à-dire, en 6 mois, c'est comme si j'avais appris 3 ans de métier, quoi. J'ai dû même prendre des... Tu as appris à mettre un prix sur ta valeur, sur la valeur ajoutée de ce que tu apportes. Temps, de ce que j'apporte. J'ai dû prendre des freelances, genre sur des plateformes pour faire de la 3D, parce que j'avais trop de projets, etc. Quand j'ai commencé à augmenter les prix, ça a chuté, mon chiffre d'affaires. Oui, je ne savais pas trop comment vendre. Mais tu as moins de temps, rapport qualité-prix, tu gagnes en qualité de vie et en gestion du temps. Et là, donc, je me suis formée sur les réseaux sociaux. Et c'est par là que, grâce à Instagram, j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires par rapport à ma communauté, la visibilité que ça m'a donnée. Et que, la dernière année, là, j'ai fait 57 000. OK. Et donc là, c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, c'est ce que je suis en train de faire chaque soir, là. En plus d'accompagner mes clientes, en fait, je suis en train de créer une appli web dont son but est de vraiment être ton assistante de travaux dans ta poche. C'est-à-dire, tu recherches un artisan sérieux, tu veux te faire inspirer, tu trouver de l'inspiration, rassembler tout ce que tu vas trouver sur Pinterest ou même des photos que tu aurais prises, etc. Vraiment te faire accompagner du début jusqu'à la concrétisation de ton projet.
Le client est autonome de A à Z via l'application, ou toi, ton but, c'est d'un côté, parce que il y a deux questions. Tu es sur un modèle freemium, c'est-à-dire qu'il a l'application gratuitement et éventuellement ensuite derrière tu vends un service avec ta personne et ton intervention, ou bien c'est un futur revenu passif avec l'application qui tourne toute seule sur un modèle peut-être éventuellement payant. Ok. En fait, pour commencer de toute façon, pour lancer le MVP que j'aimerais sortir cette année, il y aura une interface les personnes mettront leur projet sur cette interface. Et moi, je vais commencer par les matcher avec les profils que j'ai déjà, les artisans qu'on m'a recommandés, etc. Toi, en tant qu'intermédiaire, tu prends une commission? En fait, le business model, c'est quoi? C'est que les artisans, ils vont avoir un abonnement pour avoir ces prospects réguliers. D'accord? Pour avoir un revenu récurrent. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment eux qui seront la base du projet, parce que c'est eux qui vont payer pour avoir non seulement des prospects réguliers, avoir aussi de l'aide au niveau de la gestion de leur entreprise, pouvoir faire leur devis, leur facture aussi via ce projet. Et de l'autre côté, en fait, toi, par exemple, tu as un projet de rénovation, en fait, tu auras des forfaits. Tu vas prendre un forfait 3 mois, 6 mois ou un an en fonction de ton projet. Mais toi, tu auras accès à de la médiation si tu en as besoin. Par exemple, tu as un problème durant ton chantier, tu pourras avoir un tiers pour pouvoir t'aider à le résoudre. Tu auras toute la partie suivi de ton chantier. L'assistant travaux, il sera là pour justement t'accompagner et finir que tu puisses concrétiser ton projet. Donc, derrière l'assistant de travaux, c'est quelqu'un, c'est pas l'IA. L'IA va intervenir quand je voudrais faire matcher les profils avec les artisans qui seront dans ton secteur. Et comment tu filtres? Parce que si c'est juste prendre un abonnement pour avoir accès aux prospects, comment tu filtres les artisans? Tu auras un badge de confiance, c'est-à-dire moi, en tant que professionnel, et je m'entourerai également, on va pouvoir dire, sur tel critère, c'est quelqu'un de confiance. On a déjà vu tant de chantiers, ça s'est passé très bien, etc. On a tel retour, etc. Et ces badges de confiance vont faire que toi, tu vas arriver sur l'appli, tu sauras, un peu comme les super hôtes, tu vois, sur Airbnb, tu pourras dire, OK, lui, je lui fais confiance, on y va, puisque mon projet... Excuse-moi, je suis là pour te challenger. Le badge, en fait, il l'a acheté. Donc, il suffit juste que quelqu'un ait plus de budget que l'autre. Non, il l'a pas acheté. Et il a un forfait qui fait qu'il peut avoir accès à cette validation. Mais il n'a pas forcément cette validation. Et il a cette validation comment? S'il a fait 5, 10, 20, 30 chantiers? Non, il fait la demande. On va étudier son cas. Parce que sur Airbnb, il faut avoir été host et pendant X temps, avoir eu une note et donc avoir été noté entre 4 et 5 étoiles pendant X temps. Et c'est tous les 12 mois que ton badge, en fait, il est remis en question ou pas, tu vois, sur ta moyenne des 12 derniers mois. C'est exactement un peu le système, sauf que pour commencer, pour lancer la plateforme, je n'ai pas ce recul, puisqu'on n'a pas de commentaires par rapport à ça. Donc, ça va commencer par ma responsabilité, c'est-à-dire aller voir sur les chantiers pour commencer, parce qu'il faut faire rentrer certains. C'est là où je veux aller, vas-y, continue. Aller sur les chantiers, moi j'avais prévu au moins 3 chantiers, voir les clients, voir leur retour, qu'ils puissent noter mes critères, etc. pour chacun des clients, obtenir leurs documents aussi, parce qu'il y a beaucoup de travaux noirs, donc avoir leurs documents officiels. C'est quelque chose d'ambitieux quand même, parce que d'un côté, en fait, dans ton projet, tu veux prendre la main, en fait, du particulier. De l'autre côté, tu veux prendre la main des artisans. Le truc, c'est que les artisans, en fait, ils ont des profils qui sont particuliers. Comme tu dis, ils ne sont pas forcément ultra organisés, surtout ceux qui sont à l'ancienne, entre leur devis, leur facture. Donc, tu vas devoir faire de la pédagogie d'un côté avec l'artisan et de l'autre côté, de la pédagogie avec le client final. Le problème, c'est que tu vas centraliser, en fait, le coefficient d'emmerdement des uns et des autres. Entre le client ne m'a pas payé et j'ai payé, il n'est pas venu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en tant que médiateur, comment tu vas t'équiper? Avec quelle équipe tu vas t'équiper autour de toi? Quelle est en fait la structure? Quelles sont les personnes en fait qui vont répondre à ces clients et qui vont servir de médiateur? Uniquement toi? Ou tu prévois une équipe avec des pôles bien particuliers? Le but est justement... Et c'est pour ça, c'est vraiment l'essence de cette plateforme, c'est que d'arriver le moins possible au stade de médiation. Pourquoi on arrive au stade de médiation? C'est parce que les gens manquent d'informations, parce que les artisans manquent aussi d'informations sur certaines choses, manquent de savoir-faire, on ne va pas parler du savoir-vivre, ça dépend, mais... Et moi, mon but, c'est que dès que tu arrives sur la plateforme, en fait, que tu payes ou pas, en tout cas, tu as accès à des conseils
pléthore de conseils pour t'accompagner. Donc, Je comprends, toi, tu veux jouer sur l'anticipation pour te Oui. dire que ton rôle de médiateur ne sera à intervenir que dernier beaucoup recours. plus, en dernier recours et plus rarement. Euh, on a pour habitude dans ce podcast de demander en fait aux entrepreneurs de préparer 3 questions pour lesquelles il faudrait que j'aborde avec lui. Est-ce que tu as réfléchi à ces 3 questions? Oui, alors comme je suis quelqu'un, des fois, tu vois, je stresse un petit peu, donc j'ai pris mon téléphone, je les ai notés. Donc si tu me permets. Bien sûr. La première question, ça va être quand tu démarres du coup un projet, parce que comme celui-là où j'aurai une forte dimension à impact social, écologique, c'est comme ça que je le vois, comment tu fais pour rester focalisé en fait sur la rentabilité du projet sans du coup éteindre la grande vision en fait qu'il y a derrière? La première chose, c'est que je pense qu'il faut mettre les bons mots. Impact social, dans la conversation qu'on a depuis 30 minutes, c'est pas ce que tu as mis en avant. J'ai pas entendu parler du mot social, donc il va falloir revoir le discours. En ce qui concerne la rentabilité, sans oublier la grande vision. En fait, il faut découper toujours son plan en plusieurs étapes. Tu peux pas être sur tous les fronts au même moment et tu peux pas tout construire au même moment. Donc il y a un moment, tu vas construire effectivement ton offre B2B, un moment, tu vas construire ton offre B2C progressivement, et ensuite, tu vas les mettre à coïncider. Toujours en prenant de la hauteur par rapport à la big picture de fin. Donc le tout est de prioriser, en fait, quelles sont les étapes pour pouvoir arriver à la big picture. J'ai pris des notes et j'ai essayé d'analyser ton business. J'avais plusieurs petites choses en tout cas, il faut simplifier, que ce soit en termes de communication, sur ce que tu peux apporter aux gens. Il faut que tu aies une offre claire, avec une cible claire. Donc pour toi, tu as 2 cibles, donc ça, je l'ai bien identifié. Mais ton offre, en fait, elle doit être encore ultra simplifiée pour que lorsqu'on se pose la question, est-ce qu'on passe par toi ou quelle est la valeur ajoutée que tu apportes, on se dit, si je veux faire ça, j'appelle Karine ou j'utilise l'application de Karine. Donc, il faut que ce soit... En fait, il faut que ce soit extrêmement fluide et transparent pour eux. Parce que tu as deux intérêts différents en fait, autour de la table pour tes cibles. Entre le pro et le particulier, leurs intérêts sont différents. Il y en a un qui veut être livré en temps et en heure de ses travaux et que la rénovation soit bien faite. Et il y a l'autre en face qui doit faire en sorte de fluidifier ses chantiers, livrer correctement le chantier et être payé en temps et en heure, tu vois. Donc, les intérêts ne sont pas, ils sont pas divergents, mais ils sont pas totalement commun. Donc, le fait que tu utilises le mot médiation au milieu, c'est intéressant. Et donc, du coup, moi, j'avais pensé que tu devrais plus penser ton business, parce que pour l'instant, ton business, il fait penser beaucoup à de la médiation d'un côté et de la mise en relation en tant que plateforme. C'est comme ça que tu le présentes. Tu présentes une mise en relation entre et une médiation derrière. Moi, j'avais pensé effectivement, de toute façon, ton client, tu as compris, pour drainer du client en B2C, il va falloir être sur un modèle freemium. Ça, c'est sûr. Parce que pourquoi toi et pas un autre? Parce que c'était sur un modèle freemium de qualité pour le particulier. Ensuite, pour pouvoir construire l'autre partie, en fait, par rapport à ton autre cible, qui est le professionnel, il faut penser plus ça comme un SaaS, avec un abonnement. Et c'est cet abonnement-là qui permet la gestion, en fait, du chantier par ton professionnel. Parce que toi, tu penses effectivement... En fait, le client particulier... C'est pas à lui, en fait, de gérer ses travaux. C'est pas à lui d'avoir la liste et de faire tout le check. Tu peux l'aider sur le devis, la lecture du devis, mais en vrai de vrai, c'est pas lui le chef de chantier. La personne qui doit travailler correctement, c'est ton professionnel. Donc, en fait, je pense qu'il faut que tu offres à tes professionnels la façon de travailler proprement. Du type, avec un SaaS, donc, il a une lecture très fluide, il a ses devis, il a son chantier, il clique. Ok, donc on est à l'étape 1, jour numéro 7. Pouf, il clique, il a un mail qui part à son client. Alors voilà, ça fait 7 jours que le chantier a démarré, nous avons fait ceci, il a juste 3 choses à mettre. Nous avons fait ceci, cela. La prochaine fois, on va, tu vois, que ce soit extrêmement fluide pour lui, d'accord, et qui fait que, on est à J+7, je clique parce que je vous envoie la facture d'acompte de la deuxième partie du chantier, tu vois. Il clique, facture d'acompte, pourcentage, ça part, tu vois. Okay. Ça lui permet, lui... En fait, c'est pas les particuliers que tu dois guider. Tu vas guider des centaines, alors que lui, après, ce sera un automatisme. Et c'est un abonnement. C'est vrai. Et c'est lui qui a plus d'argent. Et plus il va faire le travail proprement, plus il aura des clients,
meilleure sera sa note. Oui, Il je faut vois. penser ça comme un sas. Il ne faut pas penser ça. Il faut aller avec ta communication, etc., drainer du client. Et le client, en fait, il rebascule. Mais derrière, c'est un sas qu'il faut vendre aux professionnels. Ok. À tous ces gens-là qui ne sont pas encore ultra digitalisés, parce qu'en fait, ils vont sur le chantier, gèrent leur chantier. Moi, je sais, hein, j'étais en couple avec quelqu'un qui travaillait sur les chantiers. Toute la famille travaillait sur les chantiers. Je ne vous dirai pas la nationalité, elle est trop facile à deviner. Et derrière, en fait, eux, ils prennent simplement un papier et un stylo, en fait. Donc, les mieux organisés ont des assistantes. Les mieux organisés, voilà, faut pas croire. Il y en a, ils font des millions juste pour monter des échafaudages. Mais c'est parce qu'ils ont Oui, c'est installé... organisé, c'est structuré, en fait. Et qu'est-ce qui se passe surtout? Parce qu'en fait, dans le discours que tu as, tu n'es pas chef de chantier. Mhm. Chef de chantier, c'est un boulot. Moi, je connais des chefs de chantier. Ils gèrent 15, 20, 30 chantiers. Ils finissent avec un AVC, d'ailleurs. Ils finissent tous avec un AVC. Tu gères 15 chantiers à la fois. T'imagines si demain, tu as 200 chantiers à surveiller? C'est pas possible. C'est pas ton travail. Ton travail, toi, c'est de faire en sorte que lui, il livre en temps et en heure, et que s'il y a besoin de médiation, là, tu peux intervenir, tu vois, là, voilà. Mais que dès le début, c'est ton professionnel qui doit se mettre au carré. Et tu dois l'aider à se mettre au carré. Ils ont pas envie d'avoir des assistantes, ils ont pas envie parce qu'ils ont pas envie qu'on leur dise forcément d'avoir quelqu'un au quotidien avec eux, mais par contre leur proposer une solution où voilà, t'as pris le chantier, t'as mis le montant, on t'a aidé à faire le devis et que tu automatises, parce que c'est pas des mecs qui envoient des emails. C'est pas des mecs qui envoient des SMS, tu vois. Les artisans sont des gens qui sont dans le contact humain, faut le dire, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il y a ces problèmes souvent de communication. Alors que si tu automatises la communication pour eux, si tu automatises les délais, les réceptions, tout en étant conforme à la législation, là, tu as une vraie plus-value à apporter en fait à ton client. Très intéressant. C'est vrai que je me suis très focalisée sur les particuliers et j'avais pas cette approche que tu me fais voir que en fait j'essaye de former mes particuliers pour qu'il y ait moins de problèmes sur le chantier, mais en vrai ce sont les professionnels qu'il faut accompagner profondément. Et donc, il me semble qu'il te reste encore 2 questions. Oui. La deuxième question, c'est si tu devais relancer aujourd'hui une entreprise dans la tech ou un SaaS, comme tu disais tout à l'heure, dans un secteur traditionnel du coup comme le bâtiment, par où tu commencerais pour bâtir en fait une marque qui soit vraiment forte et qui a une communauté engagée du coup? La tech, c'est pas mon sujet de prédilection. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que agir sur le modèle de SaaS pour les professionnels, c'est la vision en fait pour pouvoir réaliser et scaler. Après, si je devais commencer donc un business et créer en fait une sorte de marque autour, le truc c'est que tu t'adresses à un public qui est B2B en fait. Donc c'est beaucoup plus difficile en fait d'aller communiquer auprès de eux en termes de marketing pour créer une marque puissante. Alors que c'est eux qui vont t'apporter l'argent. Mais en termes de marketing, c'est chez le B2C, chez le client final, en fait, que tu dois créer une sorte d'ADN de marque qui fait qu'on te recommande, qui fait que tu centralises, en fait, les infos et la data. Et pour ça, en créant une communauté, il faut le faire comment? Il faut le faire à base de tutoriels, il faut le faire à base de cas simples que tu dois mettre, en fait, en place sur les réseaux. Du type des vidéos qui commencent toujours pareil, et qui te montrent des situations concrètes, d'accord, du type, aujourd'hui, on va assister à un chantier d'une salle de bain, d'une rénovation de salle de bain, tu vois, avec des conseils, des tutoriels sur comment gérer, quoi regarder, comment choisir un carrelage, quoi écouter. Et c'est là où tu apportes ta patte, finalement, dans la décoration d'intérieur, tu vois. Donc, il faut que tu aies une image plus forte en décoration d'intérieur, où tu dis, moi, ma spécialité, c'est la décoration d'intérieur, mais ma spécialité, en fait, c'est de trouver les bons artisans, tu vois. Et les artisans, de l'autre côté, tu leur vends que tu as beaucoup de clients qui sont intéressés par la rénovation d'intérieur. En fait, la marque, en étant forte, va drainer du C'est les vases prospect, des communicants. clients. Et exactement. C'est pour ça que tu as besoin de développer ta patte en tant qu'architecte d'intérieur, en sensibilisant justement sur vous voulez faire votre réno vous-même, mais tu vois, à la fois tu leur montres parce qu'ils ont envie de regarder. Oui, tout le monde fantasme sur
j'ai mis du béton ciré sur un plan de travail dans une cuisine pour faire un effet truc à l'italienne. Tout le monde fantasme là-dessus, mais en vrai de vrai, un sol en béton ciré, c'est pas comme ça que ça se fait. Et pareil pour te couvrir une crédence, tu vois. Donc, une fois que tu leur as donné, écoutez, normalement c'est comme ça, mais en vrai, il y a ça qui peut mal se passer. C'est pour ça que si vous passez par un artisan et tu rediriges vers la plateforme. Ok, entendu. Et la dernière question, quel conseil que tu donnerais du coup à une femme qui est maman, qui a de grandes ambitions, et qui a encore certainement beaucoup de naïveté, mais qui en veut, et comment justement devenir cette femme qui dirige une entreprise à millions? Déjà, je dirais qu'il faut être bien équipé du bon conjoint. De la bonne personne qui a envie de te voir briller, qui va accepter en fait que tu rentres pas à 19h le soir, que tu mettes pas tes enfants tous les soirs au lit, et qui parfois le matin devra aller déposer les enfants à l'école. Ça, c'est la base. Si j'avais pas eu cette aide-là, en fait, j'aurais pas réussi autant. En fait, il y a trop de points. On demande trop aux femmes de faire tout, alors qu'en fait, c'est un partage des tâches. Moi, je ramène plus d'argent à la maison, donc il va falloir sur les tâches du quotidien m'aider sur les tâches du foyer un peu plus. Ça, c'est la base. Moi, toutes les personnes que je connais qui sont en couple, qui ont ralenti, où le business a du mal à décoller, etc., elles font toujours des sacrifices parce que le conjoint en face, ouais, t'as dit que tu te lançais, mais tu fais pas la popote 4 fois par semaine. Non, c'est pas comme ça que ça marche. À la fin, on va tous être bien. Donc en fait, si on a tous un objectif commun de vie commune où on brille, où les enfants, l'école est payée, on ne se pose pas de questions, on part en vacances et on a un niveau et un confort de vie, on vit dans une jolie maison et on va où on veut quand on veut, faut me laisser travailler en fait. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Ne pas culpabiliser. Ne pas culpabiliser sur le rôle de sainte mère sacrificielle qu'on nous donne, où on doit d'abord s'ouvrir les veines et de toujours se faire passer en dernier. Moi, j'ai fait passer pendant, entre guillemets, pas mal de temps, ma boîte en premier. Mais quand je dis en premier, parce que c'était mon premier bébé, j'avais pas d'enfant au début. Quand j'ai eu des enfants, j'ai appris à prioriser. Donc, les urgences ne sont plus des urgences pour moi. À la fois, si mon enfant il a le nez qui coule à l'école et qu'on m'appelle, j'en ai rien à faire. Vous lui donnez du Doliprane. Il peut attendre. Par contre, mon enfant, il a déjà eu des chocs, des chocs allergiques ou autres. Je peux te dire que je suis là. J'arrive là, tu vois. Je dégomme tout le monde. D'ailleurs, au passage, c'est arrivé à mon enfant. On lui a donné l'équivalent de... je sais pas, on lui a donné l'équivalent d'une semaine de médicaments pour le TDAH en une prise. Donc, choc, urgence, voilà. Okay. Donc là, je suis là. C'est aussi l'avantage d'être à son compte, c'est que tu ne dois pas justifier « mon enfant est malade ». Ton enfant, il est malade, si tu as envie s'il est vraiment malade, il a 42 fièvres, il se passe quelque chose à l'école, tu peux. Donc, c'est ça aussi l'avantage d'être à son compte et de pouvoir. Être assez forte pour gérer une entreprise au million, j'ai envie de te dire qu'il faut que tu apprennes d'abord à gérer les 500, les 5 000, les 50 000, les 500 000... et les 5 millions avant tu vois. Donc, il faut accepter de passer par toutes les étapes. Moi, personnellement, si j'avais rencontré... Alors, la première année, j'ai fait 150 000 euros. La deuxième année, j'ai fait 250 000 euros. La troisième année, j'ai fait 500 et ensuite, j'ai fait 750 en 2015 et en 2016 parce que j'étais enceinte. J'ai fait tout ça, on était entre 1 et 4 personnes. Tout ça pour te dire que si j'étais passée de 0 à 1 million, je n'aurais jamais su faire de 1 à 5 ou de 5 à 10. En fait, c'est le chemin qui forge, en fait. C'est le chemin qui forge, c'est le chemin qui fait que tu sais la valeur de l'argent, la valeur de tes budgets. Moi encore, je regarde et je refuse de payer certaines choses. On a l'argent, mais pourquoi je vais aller payer plus cher pour le même service ? Pourquoi moi, parce que je gagne beaucoup d'argent, parce que ma boîte est rentable, pourquoi tous mes devis sont 20%, 30% plus chers que les autres ? Parce que les gens savent que j'ai les moyens de payer. Si je n'avais pas appris à gérer des budgets plus petits et à connaître le vrai prix du marché, je serais comme une imbécile, en fait. Et en plus, c'est mon argent que j'ai gagné en autofinancement. Tu vois, c'est pas l'argent de la banque et des investisseurs que j'ai cramé pendant 13 ans. Chaque euro, c'est des heures de sommeil en moins et c'est des heures avec mes enfants en moins. Donc, je peux te dire que 1 euro, ça n'a pas une valeur juste de 1 euro.
C'est des jours où j'ai pas vu mon enfant, je les ai pas mis au lit, j'ai pas forcément fait le bisou du soir, tu vois. Oui, je Donc, vois. la valeur de cet argent-là, pour moi, elle est encore plus que juste de l'argent, tu vois. On demande trop, mais si j'avais un truc que je retiens, c'est tu peux tout avoir, mais juste pas en même temps. Ok. Et j'avais un objectif précis, c'est-à-dire qu'aux 10 ans de mes fils, je voulais pouvoir être quasiment disponible comme ils le veulent, comme je l'entends, comme j'ai envie. Et donc moi, mon fils, il a eu 9 ans, donc il me reste 1 an où la boîte va passer avant. Mais quand il aura des discussions et qu'il aura des vraies questions en tant qu'enfant, adolescent ou homme, je veux être là parce que c'est à ce moment-là où ils se construisent encore plus. Oui, je vois. Ok, merci pour tes réponses. Avec plaisir. Ok. J'avais noté en fait en préparant notre entretien 3 points d'attention en fait qui me semblent prioritaires en fait pour développer ton business. Et donc du coup, je vais te poser la question. Actuellement, tu as un CTO ou un développeur expérimenté? Non. Donc l'urgence en fait, c'est pour transformer ta vision en un produit fonctionnel. C'est vraiment de trouver le CTO qui va te permettre en fait de créer ce début de SaaS que tu vas pouvoir avec une interface super fluide. Il faut que tu te mettes vraiment dans la tête de l'entrepreneur ou de l'artisan qui, lui, veut faire clic, 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 suivant, il met le nom, il met l'adresse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Il faut vraiment Faciliter, lui... Ouais. Ensuite, tu as créé déjà un petit réseau d'artisans? Alors, il n'est pas en ligne, mais oui, en fait, je me suis aidée des recommandations autour de moi. Et t'es allée voir qui m'ont ces artisans? je les ai pas... Non, pas tous. Ok, J'ai parce que moi, commencé à aller j'avais mis sur ma to-do list, en fait, que éventuellement tu peux créer un réseau pilote et en fait, les demander de co-créer, en fait, avec toi, d'écouter qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous faciliterait la vie. J'ai fait vois un petit sondage et j'ai commencé à les sonder, savoir c'est quoi leurs problématiques, de quoi ils ont besoin. Mais le fait que tu m'aies fait le retour, je me rends compte qu'il faut que j'aille fouiller encore plus loin et pouvoir leur faciliter vraiment le parcours, quoi. Ouais. Après, ce qu'il faut, c'est affirmer un positionnement auprès d'eux avec quelque chose où tu leur dis que c'est de la technologie, mais c'est de la technologie utile, que c'est simple en fait à utiliser, et en fait, il faut les rassurer. Donc, il faut avoir une démarche très rassurante. Et donc, c'est pour ça que le fait de créer un premier réseau de bêta-testeurs, mais chez les entrepreneurs, en leur disant, moi, je peux vous drainer des gens, mais en échange, je vous demande de l'information, en fait. Sur à quel moment vous avez besoin de réaliser un devis, à quel moment vous avez besoin de comment vous envoyez vos factures, comment vous générez ce genre de choses-là. Parce qu'en fait, d'un côté, ce que tu dois dire c'est au client final, c'est je subis plus mes travaux, en fait. D'un côté, j'ai une petite une roadmap, c'est ce que tu fais, mais c'est pas au client, c'est juste une roadmap. J'ai déjà reçu, j'ai déjà payé... j'appelle mon artisan pour faire le point, tu vois, etc. Et de l'autre côté, par contre, toi, ton vrai client et ton vrai service additionnel, ce sont vraiment les entrepreneurs. Ok, entendu. Karine, cet épisode touche à sa fin. Oui. Déjà, merci beaucoup d'avoir fait preuve d'autant de transparence par rapport à ce joli projet que tu cherches à mener. Ce que j'apprécie, en fait, c'est que tu cherches à mettre de la clarté dans un domaine qui peut paraître un peu opaque pour les clients particuliers. Je pense que au-delà de ça, tu veux mettre de la clarté et réinstaller la confiance. Exactement. Et il y a aussi le côté humain, aussi le côté. C'est pour ça que j'avais parlé du côté social. Bon, après peut-être tu me diras si c'est du social ou pas, mais tu sais, ces artisans qui justement bossent jour et nuit et en fait n'ont même pas de vie familiale. Moi, j'en connais des proches qui ont fermé, qui sont dans de la dépression, etc. Et en fait, c'est dommage parce que c'est pas qu'ils manquent de travail, c'est qu'ils manquent de structure. Et en fait, notre échange là me fait me rendre compte qu'en fait, je peux leur apporter cette structure, mais tout en évitant justement qu'ils rejettent cette technologie, faisant quelque chose de simple, de pratique, de fluide. Donc je vais là dès ce soir bosser sur ça. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, Karine. Merci encore. Merci, et puis Karine. à très bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. J'espère que comme moi, vous avez été inspirés par cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Retrouvez d'autres histoires passionnantes et inspirantes sur le portail Outre-mer la Première ainsi que nos réseaux sociaux.